Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer quel workflow de code j'utilise pour coder des applications et plus particulièrement avec Claude Code parce que c'est moins guidé qu'avec Cursor. Donc pour imager ma façon de faire, on va coder une extension Chrome pour ma web app qui s'appelle PromptVault. Je te montre ça tout de suite. Quand on commence à coder avec l'IA, au début c'est très facile sur des tout petits projets. Il n'y a pas besoin d'expliquer à l'IA grand-chose, on lui explique ce qu'on veut faire, on lui dit de regarder le projet, et en fait, ça suffit, elle va réussir à s'y retrouver. Mais au bout d'un certain moment, le projet est tellement gros que l'IA ne peut pas lire tous les fichiers sans remplir sa fenêtre de contexte. La fenêtre de contexte, c'est toute l'information que va pouvoir ingurgiter l'IA avant de ne plus avoir de place et donc de ne plus pouvoir réfléchir. Donc pourquoi je voulais te montrer sur mon projet actuel, c'est parce que c'est un projet qui n'est pas énorme, mais qui commence quand même à être pas mal. Si tu regardes par exemple au niveau de mes features, voilà, j'ai quand même pas mal de features. Donc c'est un projet que l'IA ne pourra pas lire en entier sans saturer sa mémoire. Donc il va falloir suivre un workflow, c'est-à-dire avoir une manière de travailler qui permet de donner à l'IA suffisamment de contexte pour qu'elle comprenne dans quel contexte on fait la chose, et donc qu'elle fasse des choses utiles, et en même temps, pas lui donner trop d'informations pour qu'elle ait de la place dans sa mémoire pour coder et pour penser. Donc c'est ça que j'aimerais détailler avec toi aujourd'hui. Pourquoi je veux traiter le sujet sur Claude Code en particulier? Parce que si vous travaillez dans Cursor, vous allez avoir une infrastructure en fait, du logiciel qui permet d'indexer déjà une partie de vos fichiers. Et en fait, Cursor va connaître tous vos fichiers et il va aller les consulter s'il trouve que c'est utile. Alors que Claude Code, lui, il indexe rien, il regarde que ce que tu lui montres. Du coup, ce que tu lui montres, ça va dépendre de ton workflow de code. Et donc, j'aimerais te présenter ce que moi je fais. L'exemple qu'on va prendre, c'est PromptVault. C'est une bibliothèque de prompts. Donc, en fait, vous allez pouvoir stocker vos prompts. Moi, je gère tout ce qui est gestion de connaissances. Et en fait, les prompts, c'est comment tu t'adresses à l'IA pour faire certaines choses d'une super bonne manière. Par exemple, là, je l'utilise en ce moment pour générer des images. Eh bien, j'aime bien utiliser des prompts qui ont fait leurs preuves. Et du coup, au lieu de les mettre dans mon second cerveau, où c'est compliqué d'aller les retrouver et de les réutiliser, j'utilise une appli que j'ai fait moi-même qui me permet de versionner, donc de garder toutes les versions que j'ai faites. Donc, par exemple, si je prends la prompt Chris, elle a combien de versions? Elle a qu'une seule version, donc c'est pas un bon exemple. Tiens, voilà. Là, il y a 4 versions. En fait, c'est une prompt pour faire des images de vidéos de formation. Et on voit que j'ai plusieurs versions. Donc, je peux voir les autres versions. Et en fait, ça a gardé en mémoire ma prompt d'avant. Mais comme je l'ai améliorée, eh bien, maintenant, elle est différente. Et en plus, dans ces prompts, eh bien, j'ai mis des variables pour me permettre en fait, de remplacer aux bons endroits ces variables. Et donc ça, j'y ai accès directement depuis mon ordinateur en utilisant une extension Recast. Donc par exemple, si je prends Prompt KI Formation Chris, je double-clique dessus. Et donc là, ça va me proposer de remplir ces variables. Et donc si je n'ai pas envie de remplir à la main ces variables, je peux tout simplement demander à l'IA de le faire pour moi. Donc je lui explique. Je veux créer une formation, une miniature pour une vidéo sur comment coder une extension et quel workflow utiliser pour que l'IA ne se perde pas. Donc voilà, je lui dis de tout deviner. Et donc là, elle va me remplir les variables. Alors là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas connecté ma clé API d'IA. Donc il y a encore des petits bugs à résoudre. Mais voilà, vous voyez l'intérêt en fait de ce genre de bibliothèque. Avant, j'utilisais Prompt Layer qui est devenu payant. Et en plus, j'aimerais ajouter une fonctionnalité communautaire, en fait, où on pourrait tous partager nos prompts. J'ai mis pas mal de moyens pour m'y retrouver dans mes prompts, parce que oui, comme je fais de la gestion de connaissances, je sais qu'il faut pouvoir s'y retrouver rapidement. Et on peut également faire des sous-dossiers. Voilà, là, vous avez une overview. Et donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec toi? J'aimerais faire une extension Chrome, ici, qui me permettrait de capturer en fait des nouvelles prompts. Donc par exemple, si je vais sur un article, on va aller sur mon site, tiens. Donc tiens, voilà, par exemple, si je prends mon article sur sécuriser son VPS,
et en fait que je veux que ça devienne une prompt pour vérifier que mon VPS est bien sécurisé, eh bien j'aimerais avoir une petite extension qui me permet de capturer cet article, de dire qu'est-ce que je veux en extraire et créer une prompt sur mesure qui, par exemple, à chaque fois que j'utiliserai cette prompt, je dirais, ça s'appellera check de sécurité du VPS, et du coup, ça checkera tout sur le VPS si tout est bien fait. Donc voilà, je veux juste une façon de rendre actionnable les articles que je consomme. Donc si demain, je consomme un article sur la meilleure façon d'optimiser son SEO pour un article, eh bien, j'aimerais bien pouvoir le rendre actionnable, c'est-à-dire quand j'écris un article, d'améliorer le SEO, par exemple, et donc du coup, je veux pouvoir extraire de cet article une prompt. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de mettre en place cette feature. Maintenant qu'on a détaillé un petit peu le projet, je vais vous expliquer quelles sont les 4 catégories de choses qui vont vous permettre de donner du contexte à Claude et le structurer. Le plus important, c'est le claude.md. C'est un fichier que va lire Claude à chaque message que vous faites. Moi, il est ici. Et donc, il va vraiment donner des infos importantes à Claude. Donc, par exemple, le nom du projet, qu'est-ce que vous utilisez comme technologie, comment on contacte vos bases de données, quelles sont les commandes qu'il peut utiliser assez régulièrement pour éviter qu'il ait à chercher, quels sont les concepts clés du projet, quelle documentation il peut aller chercher pour trouver ce qu'il veut. Comme il le lit à chaque fois, s'il a besoin en fait d'avoir plus d'informations, il sait où aller chercher. Donc ça, on verra, c'est la memory bank, c'est l'autre chose importante. Et voilà, et quelles sont les URL importantes pour ce projet. Donc voilà, ça c'est le fichier le plus important. Ensuite, on a pour mettre du contexte, parce que bien sûr, il faut garder le claude.md très court vu qu'il va le lire à chaque message. Par contre, on veut pouvoir ajouter beaucoup de contexte. Qu'est-ce qu'on est en train de coder, où on est rendu dans le projet. Et du coup, ça va être la memory bank. Donc une memory bank, c'est une banque de mémoire. Et donc, ça va permettre de poser à l'IA le contexte de votre application. Donc moi, je lui fais lire à chaque début de session 3 fichiers, donc le contexte. Qu'est-ce qu'on code? Donc on code une application qui s'appelle Prompt Vault. Le but, c'est de faire une bibliothèque de prompt auto-hébergée pour remplacer Prompt Layer avec un assistant IA et une fonctionnalité communautaire. Le public cible, c'est moi-même et les abonnés à ma newsletter. La stack, c'est ça. Le focus actuel, où on est rendu, eh bien, on a tout implémenté pour le MVP. On a 32 features actives et on est rendu ici. Donc, à faire des features d'onboarding ou une extension Chrome. Donc, ça, on verra après, mais déjà, c'est bien, il nous le dit ici. Donc là, il nous liste toutes les features actives et où on peut avoir le détail. Donc, toujours, en fait, il redirige. Il ne met pas trop de contexte pour ne pas saturer la mémoire de Claude, mais il redirige s'il y a besoin d'aller chercher. Comme ça, Claude sait que ça existe. Basiquement, on est en train de faire l'indexing que fait Cursor, mais nous, on le fait manuellement. Feature en cours, donc là, il dit où on est rendu. Donc voilà. D'aide technique, c'est si il y a des choses qu'on a mal faites et qu'il va falloir qu'on règle plus tard. Et après, il y a un petit historique, comme ça, il sait par quelles étapes on est passé avant, peut-être pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Ensuite, il y a la structure. Donc la structure, c'est tout simplement comment est organisé le projet en sous-dossier. Voilà, tout est noté ici. Et ensuite, on a la tech stack, donc c'est-à-dire quelle technologie, quels outils on utilise. Ça permet à l'IA de savoir du coup quoi utiliser, pas d'inventer des nouveaux outils, et de trouver des packages qui vont être compatibles avec les outils qu'on utilise. Voilà, donc là, vous avez vraiment les bonnes pratiques Claude que vous voulez qu'il sache faire tout seul comme un grand et qu'il fasse toujours celle-ci. Là, vous avez le contexte de votre projet. Les changes, ça va être les features en cours, donc on les a déjà vues, elles sont rappelées en fait dans ce dossier. Et donc là, vous avez 2 features qui doivent être faites et tout delete, c'est en fait toutes les features qu'on a déjà implémentées. Moi, j'aime bien les garder, mais il sait qu'ici, il ne faut pas qu'il aille les chercher. Donc voilà, mes 2 prochaines features, elles sont là. Il y a le plan, il faut encore l'implémenter, voire l'affiner. C'est pour ça que je les mets de côté, mais parfois, j'ai beaucoup plus de features en attente. Dès que j'ai une idée, en fait, je le mets là. C'est un peu mon backlog, en fait. Et pour finir, là, vous avez vraiment donné tout le contexte à Claude, mais vous n'avez pas donné de consignes pour des cas particuliers. Par exemple, comment vous voulez qu'il gère la nomenclature dans votre base de données, comment vous voulez qu'il écrive votre code. Et donc ça, comme on ne veut pas saturer la mémoire de Claude, on ne veut pas remplir trop vite son contexte, eh bien, on va utiliser la configuration, les rules de Claude. Donc, on va aller ici dans le fichier de
paramétrage de Claude. Et en fait, ils ont mis un nouveau paramètre qui s'appelle les rules. Et donc, ça permet d'appliquer certaines règles seulement sur certains fichiers. Donc, par exemple, si il commence à traiter des sujets qui sont liés à Prisma ou à Supabase, il va appliquer les règles de mon architecture. Donc, je lui ai dit, toujours utiliser Prisma comme ORM. On verra Prisma dans d'autres vidéos. Et donc là, il lui explique comment faire, quoi, pour éviter de faire des bêtises, d'accumuler de la dette technique. Et ça, on peut le faire pour absolument tout. Je lui ai mis des règles pour Next.js, pour React, pour Chat.cn. Je lui ai mis des règles générales. En fait, ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps sur Cursor, mais qui viennent juste d'arriver sur Claude. Et en gros, ça permet de rajouter des bonnes pratiques, mais ces bonnes pratiques ne sont chargées que quand Claude travaille sur les choses auxquelles s'appliquent ces règles. Donc, on économise vachement de contexte. Donc ça, c'est cool. Et les commandes, je les ai aussi rajoutées là. Pourquoi ? Les commandes, c'est des prompts qu'on va nous-mêmes injecter. C'est comme si on mettait des rules, mais qu'on les injectait nous-mêmes. Par exemple, avant de faire une modification du X, on pourrait par exemple mettre une prompt qui dit « Tu es le meilleur designer du X, tu t'inspires de tel site, tel site, tel site, et tu utilises tels outils. Design-moi mon site comme un UX pro designer. » Voilà. Ok, ceci étant dit, donc ça c'est vraiment, pour moi, ce qui va permettre à Claude de comprendre votre projet sans le lire en entier. C'est vraiment ces 4 choses. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer ça, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Les gens me disaient juste Memory Bank et ils ne détaillaient pas plus que ça. En fait, c'est important. Et donc, pour appliquer ce que je viens de vous montrer, eh bien, j'ai mis en place un workflow qui me permet de systématiser mon approche, de toujours tenir à jour la documentation que je viens de vous présenter. Donc, à chaque nouvelle session, donc on va le faire ensemble, j'arrive ici, j'ouvre Claude, donc je tape Claude dans mon terminal, ça m'ouvre Claude, et donc je commence toujours par une commande qui s'appelle Start. Qu'est-ce qu'elle dit cette commande ? Elle dit « Va checker dans ma memory bank les fichiers importants ». Donc les fichiers importants, c'est quoi ? Ça va être, on les a vus, contexte, structure, tech stack, et regarde quelles features sont en cours. Donc là, paf, on lui donne tout le contexte, il lit automatiquement son Claude.md. Donc en fait, dans notre petit schéma là, il a déjà lu ça, ça et ça. Et il n'y a juste pas les rules qui sont appliqués parce qu'on n'a pas encore dit sur quoi on va travailler. Ok, donc là il est prêt, il a remis tout son contexte, il sait sur quoi on travaille, à quoi ça sert, et il me demande qu'est-ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est bosser sur l'extension Chrome. Donc là, je lui demande de lire le plan, mais normalement, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je discute avec l'IA en lui parlant en mode plan. Donc le mode plan, c'est quoi ? C'est quand, hop, je fais Shift Tab, je peux activer le mode plan ici, qui permet en fait à l'IA de réfléchir et lui interdit de modifier quoi que ce soit. Et donc, je reste en mode plan et on finit par tomber d'accord sur la feature, comment on va l'implémenter. Je fais créer le plan en utilisant la commande /plan, donc c'est celle-ci, qui va permettre de créer en fait une change, donc créer un sous-dossier avec un plan dedans. Ça, c'est une étape qui prend relativement du temps. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de documentation, et ça me prend en général 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous aujourd'hui. Je vous ai juste expliqué ce qu'on voulait faire, mais moi je l'ai expliqué pendant longtemps. Et là, il est en train de vérifier si le plan match avec mon projet actuel. Et donc pour ça, j'utilise un sous-agent. Le sous-agent, il va avoir son propre contexte, c'est sa propre session, donc il ne va pas venir consommer ma fenêtre de contexte. On voit que mon contexte, il est déjà à 42%. Donc je dois avoir pas mal de MCP qui ne servent à rien dans ce projet. On va regarder. Donc, très important, ça, toujours limiter les MCP dans vos projets quand ils ne servent à rien. Donc, Obsidian Writer, il ne sert à rien dans ce projet, donc on va le déconnecter. Disable. Sequential Thinking, on peut le laisser. Voilà, le reste, on le laisse, mais Obsidian Writer, il prend vraiment beaucoup de place. Ok, une fois qu'on a le plan qui a été créé, je vais lui faire créer les tâches liées à ce plan. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble dès qu'il aura fini d'explorer la codebase. Et après, je vais commencer une nouvelle session. Attention, c'est très important parce qu'il faut que vous ayez un contexte qui soit frais. Et donc là, on va implémenter. Alors, pourquoi on veut commencer avec un contexte frais ? C'est parce que
Déjà, coder, ça prend beaucoup de contexte. Et si on a des problèmes, eh bien, c'est mieux de tout traiter d'un coup, plutôt que de devoir reprendre une session après où Claude a tout oublié. Et donc, si vous avez de la place à la fin d'implémenter, vous pouvez documenter tant que c'est frais dans la tête de l'IA. Donc ça, c'est bien de le faire à la fin de votre implémentation si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous le faites dans une nouvelle session. Donc, je vois qu'il a bien compris ce que je voulais faire. Du coup, là, je vais mettre Create Task. Donc, c'est celui-là. Et en argument, donc en entrée, je lui mets le dossier. Donc là, il va me créer les tâches pour cette extension. Donc là, il me dit qu'il est prêt à implémenter. Donc, ce que je fais, c'est que je commence une nouvelle session. Je lance Claude. Encore une fois, je start. Donc, je fais lire tout mon contexte. Et ensuite, on va faire un implement. Et là, on lui envoie, pareil, en argument, le plan. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Ce que j'aime bien faire, c'est garder les deux ouvertes au cas où. Donc, là, j'ai mon plan. Là, j'ai mon implémentation. Et là, on va commencer l'implémentation. Donc, à partir de là, Claude va commencer à coder. On voit qu'on est à 22% de contexte. Donc, on a de la marge. Et donc, pendant qu'il implémente, qu'est-ce que je fais habituellement? Soit je commence à implémenter en parallèle une autre feature qui n'a aucun lien, parce que il ne faut pas commencer à modifier quelque chose qui communique, parce qu'après, il ne va plus savoir pourquoi il y a des fichiers qui bougent. Soit je teste des features que j'ai déjà implémentées. En fait, c'est ça le jeu de l'IA. C'est comme on peut vraiment coder beaucoup plus vite, on a plus de temps pour tester, et il faut toujours tester ce que vous a fait l'IA et lui faire un feedback le plus rapidement possible pour éviter que vous ayez des dettes techniques, justement. Et donc là, comme j'ai fait implement, elle va prendre les tâches une par une, donc ces tâches-là, et elle va aller les cocher quand elle les fait. Donc là, elle a fait le package extension, ok, donc elle passe à la tâche 2. La tâche 2, c'est configurer vite, ok. Et vous voyez qu'elle a comme ça, hop, plusieurs tâches, donc ça se fait en plusieurs phases. C'est pas sûr qu'on arrive à tout faire en une fois, mais elle va tenir à jour ce document. Comme ça, si on n'a plus de contexte rapidement et qu'on n'a pas fini l'implémentation, elle saura où elle s'est arrêtée et donc on pourra reprendre. Parce que oui, c'est vraiment un problème quand vous recommencez une session, surtout dans Claude, eh bien, il a tout oublié de ce qu'il a fait la session d'avant. Donc, vous allez me dire que vous pourriez faire un compact. Donc, c'est cette commande-là qui est inclue dans Claude de base, /compact. Le problème avec le compact, c'est que il va résumer tout ce dont vous avez parlé et il va parfois oublier des détails importants. Et c'est opaque, en fait. Vous ne savez jamais ce que l'IA va simplifier. Du coup, moi, je préfère faire bien ma documentation, savoir exactement ce que je donne à Claude pour être sûr qu'il fait les choses bien. Donc là, si au début de session prochaine, je lui donne le document task, il sait exactement où il était rendu et ce qu'il a fait. Et pareil, je sais que ma documentation est à jour, donc il ne va pas se tromper. Et donc nous, ce qu'on peut faire aussi en parallèle, si on ne code pas d'autres choses, et parfois moi je le fais pour les features qui sont vraiment sensibles, c'est vérifier ce qu'il fait, qu'il part bien dans la bonne direction. Donc tout ce qu'on a codé aujourd'hui, c'est ici. Et donc nous, on va pouvoir le tester. Donc je pense qu'on va le tester dans notre navigateur. On va aller dans Manage Extension. J'active le mode développeur et je pense qu'il faudra charger une extension. Clic droit, New Revealing Fader. Hop là, super. Et bien on va venir chercher ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est copier le chemin et on va charger une extension dans Impact. Et là, je fais Shift commande G. Voilà. Alors c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Voilà. Sélectionner. Prompt Hold est ici. J'ai l'impression que c'est pas mal. On va tester ici. Alors, il faudrait que je le pin. Elle est là. Je vais la piner pour qu'elle apparaisse ici. Super. Alors, ça aurait été fou que ça marche du premier coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer aussi dans Brave parce que c'est là Claude a accès à Brave en fait. Donc, on va piner, hop, ceci. Ok, ça a l'air de fonctionner ici. Donc, par contre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout sur Arc, qui est mon navigateur principal, donc c'est un peu dommage. Ok, donc on va aller chercher dans Prompt Vault notre API key. Donc c'est dans Mathieu, paramètres, API key. Donc, ok, et donc l'extension Recast, elle est là, et on va faire une nouvelle clé. On va l'appeler extension Chrome. Ok, je copie la clé et je vais venir la coller ici. Connect. Alors, c'est moche. Du coup, il faut que j'essaye de lui envoyer
Et donc en parallèle de ça, on peut commencer à, je pense, lancer une nouvelle session où on va faire des recherches sur comment faire une extension dans Arc. Et je vais expliquer le contexte. Donc ça, j'ouvre ça en parallèle parce que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de tokens. Et je continue mon implémentation ici. Donc on va essayer. Hop là, erreur. Oh, hyper bien. Afficher les outils de développement. Et je pense qu'il va aimer avoir un peu plus. Je vais lui mettre une capture d'écran de ça. Donc vraiment là, je découvre avec vous. Moi, je n'avais jamais construit de vraie extension Chrome. C'est pas si compliqué. Il faut juste suivre ce que nous dit Claude. Une fois qu'en fait on a une méthode et qu'on a quand même un plan qui permet de lancer plein d'agents, on peut faire beaucoup de choses. Après, ce qui va vous permettre de réussir à créer des applications rapidement, c'est connaître vos outils et connaître quand l'IA vous mène en bateau trop bien. Donc là, sécuriser son VPS, guide technique. On va essayer. On a une nouvelle erreur. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'essais-erreurs. On regarde où en est la recherche. Donc la recherche, elle a fini. Donc c'est pas mal. Et lui, il a fini aussi. Donc on recommence, on sélectionne, on hard refresh, comme d'habitude. Hop là, on fait ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre clé API. Toc là, connect. OK. Voilà. Là, je sélectionne Analysis, Save to Prompt Vault. On a encore un problème. OK, donc j'ai un peu avancé. Donc maintenant, en fait, je peux choisir. Si je fais ça, OK. Je peux choisir ma catégorie et ensuite, je fais Save to Prompt Vault et ça me l'enregistre. Et si je regarde, ça a bien été sauvegardé ici. OK, ça apparaît bien ici. OK, donc l'article est payant, donc il y a un paywall, donc il ne peut pas y accéder. Par contre, si je vais sur un autre article, donc on va prendre celui-là par exemple, on va essayer. OK, le scrapping en 2025. Tac, une commande privée, Save to Prompt Vault. Et donc on va voir ce que ça donne dans ce cas-là. Donc voilà, là on aura fait la première partie de l'extension. Donc elle arrive à capturer le contenu du site web et à l'envoyer sur Prompt Vault en utilisant l'API qu'on a mis en place sur Prompt Vault. Donc ça permet de faire de la capture, mais c'est pas encore l'application que je voulais créer, l'extension que je voulais créer, qui consistait à extraire le contenu, choisir l'angle qu'on va aborder et créer une prompt avec des variables, en fait qu'on n'ait pas ce problème de faire nous-mêmes la prompt. Alors avant qu'on se quitte quand même, je montre, donc on en est à 91% de tokens, donc en fait quand il a fait son plan, il a bien calculé qu'en fait le MVP, la première partie, la phase 1, c'était juste ce qu'il fallait avant que ça explose en fait, en termes de tokens. Donc on a failli en fait dépasser le nombre de tokens qui fait qu'on doit compacter, et il me reste en fait 9%, ce qui va être suffisant pour utiliser ma commande doc. Donc j'ai dit de documenter ce qu'on a fait. Je pourrais mettre le fichier en entrée, mais là, il sait ce qu'on a fait. Et ensuite, je vais lui proposer de commit. Et je lancerai une deuxième session dans laquelle je vais passer en phase 2.